Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Ariane Azéma, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Je suis Isabelle Bonnet-Muret. Je vous présente cette rencontre qui a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle. Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer pour la 4e année consécutive. En Ile-de-France, ce sont 14 femmes cadres qui suivent ce parcours et je vais donner la parole à Yann Derlin pour nous dire un petit mot sur ce parcours. Bonjour et merci Isabelle Bonnet-Muret. Je suis très heureux, mais surtout très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'ouverture de ce podcast. Il viendra enrichir une collection de podcasts de plus en plus conséquente au fil des sessions et on sera donc le numéro 6. Je voulais juste dire quelques mots sur ce parcours qui a été mis en place par l'IRA de Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture d'Île-de-France à destination des femmes cadres de la fonction publique. L'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun d'entre eux. Au terme du parcours, cette interview permet aux stagiaires de rencontrer une personnalité féminine qui incarne un rôle modèle, source d'inspiration. Je tiens à remercier Madame Ariane Azéma, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet enregistrement, mais également les stagiaires de la promotion Île-de-France et la coordinatrice du parcours, Isabelle Bonnet-Muret, d'avoir préparé cet entretien. Merci. Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast. Sophie Bobnardo, chef du bureau des finances et des moyens matériels à la direction zonale des CRS Paris. Sarah Pépin-Villard, directrice adjointe de l'accompagnement et de la pédagogie à l'ONICEP. Madame Azéma, vous êtes actuellement inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Normalienne, agrégée d'histoire, vous n'avez pas pour autant mené une carrière académique. Vous vous décrivez volontiers comme un zébulon, généraliste et universaliste. Vous vous êtes engagé tout au long de votre parcours pour l'action publique collective dans différents champs, pour l'État, pour les collectivités, pour le milieu associatif. Sans citer toutes vos fonctions, vous avez été entre autres conseillère à l'aménagement du territoire auprès d'un service du Premier ministre, puis auprès du recteur de Paris. À la région Île-de-France, vous avez mis en œuvre la stratégie sur le Grand Paris et vous avez occupé le poste de directrice générale adjointe des services en charge des lycées. Vous avez poursuivi votre travail sur le pilotage territorial en tant que directrice de cabinet du ministre du Logement et de l'Habitat durable et votre engagement pour l'éducation en tant que déléguée générale pour la Ligue de l'enseignement. Votre parcours témoigne de votre investissement dans la lutte contre les inégalités territoriales et éducatives et de votre goût pour l'animation de collectifs. Vous avez été pionnière en exerçant des postes qui n'avaient jamais été occupés par des femmes. C'est pourquoi nous sommes heureuses de vous recevoir dans le cadre de notre parcours vers l'égalité professionnelle. Merci toutes les deux pour cette présentation. Alors je vais démarrer par une première question. Madame Azéma, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je ne dis jamais non quand il s'agit d'un échange. Par ailleurs, j'ai un vrai attachement pour l'IRA de Lille. Un débat sur la question de l'égalité professionnelle pour les femmes cadres me semblait particulièrement intéressant et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Fanny Tilly, chef du bureau du dialogue social et des affaires réservées à la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris. Madame Azéma, en tant qu'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, quelles sont vos missions actuelles ? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce poste ? Alors, les fonctions d'inspection générale, c'est plus des fonctions qu'un poste, précisément. Ça couvre tout un ensemble de missions qui vont du contrôle, bien sûr, à l'évaluation, en passant par le suivi d'un certain nombre de politiques publiques. Bon, le champ est extrêmement vaste, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, le sport, c'est un agent d'État sur 2, voilà. Je l'ai rejoint en 2015 parce qu'il me semblait intéressant de proposer, de diversifier un peu le recrutement. C'est un peu présomptueux à moi toute seule, mais on était très peu et ayant eu une expérience en collectivité territoriale. Et or, il s'agit d'un ministère qui était éminemment territorial tout en étant assez auto-centré pour énormément de raisons légitimes. Donc, il y avait un petit défi qui m'intéressait. Delphine Bigot, chef de la section du soutien opérationnel au sein de l'Académie de la police nationale. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien et quelles sont vos valeurs ? Service public, utilité sociale, engagement. Alors j'ai été formatée très jeune, je suis d'un milieu enseignant, qui pense
parfois à tort, que seul le service public permet de se sauver, voilà, et de sauver les autres. Et par ailleurs, là aussi peut-être plus à titre personnel, j'adore apprendre. Voilà, j'ai un vrai plaisir d'apprendre. J'ai 54 ans, je continue à apprendre tous les jours. Est-ce que vous aviez un plan de carrière? Pas du tout. Mais vraiment, et il s'est construit au fur et à mesure, mais j'imagine aussi pour vous, voilà, c'est un mélange d'opportunités, d'envie. Non, j'avais aucun plan de carrière. J'étais même un peu perdue au début, parce que quand vous êtes académique et un peu formaté dès le plus jeune âge pour devenir prof d'université, le jour où vous vous dites, bah, non, je vais pas faire ça, vous avez une espèce de vertige, mais donc que vais-je faire? Alexandra Desplat, adjointe à la chef du bureau de l'accès au logement en Seine-Saint-Denis. Votre environnement familial a-t-il eu une influence sur votre carrière? Oui, énorme, y compris en négatif en fait. Hein, voilà, donc je suis la 4e génération de ma famille qui essaye Normal Sup et enfin moi j'y suis arrivée. Vous voyez, donc j'étais portée par une espèce de poids. Voilà, donc j'ai pendant des années rêvé que j'avais intégré à tort, hein, que c'était une erreur, forcément. Après, c'est vrai que quand j'ai décidé, au fond, de ne pas entrer dans cette carrière, il y a eu quelque chose d'un peu douloureux, parce qu'il a fallu que j'explique aux miens que j'allais faire autre chose. Je ne savais pas expliquer ce que j'allais faire, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a eu un petit moment, un peu de tension avec mes parents, assez intéressant et stimulant. Et alors, quel a été ou est le ou les postes qui ont été les plus épanouissants? Épanouissant, je ne sais pas. J'aurais du mal à choisir. Le poste le plus formateur, c'est DGA en charge des lycées au conseil régional, parce que c'est le premier poste avec des très grosses responsabilités managériales. Le poste le plus intéressant sociologiquement, c'était directrice de cabinet, sur le fonctionnement de l'État. Alors, intéressant sociologiquement, c'est pas forcément enthousiasmant. Et le poste le plus déstabilisant, peut-être, c'était délégué général de la Ligue de l'enseignement, parce que je connaissais pas du tout le monde associatif. Et j'avais très peu de temps pour apprendre, parce que là, on m'a appelé dans un contexte de très grands conflits internes. Donc, j'avais très peu de temps pour convaincre, voilà, l'ensemble du réseau que oui, j'allais pouvoir faire l'affaire. Les postes les plus épanouissants, c'est ceux où je peux lire. Les temps contemplatifs. Je lis, j'apprends plein de choses formidables. J'ai le temps d'échanger comme aujourd'hui. Dorsa Faraquet, chef du bureau de la logistique et des prestations de services à la direction de l'immobilier et de l'environnement à la préfecture de police de Paris. Et je voudrais aborder avec vous les difficultés que vous avez rencontrées et essentiellement celle qui vous a le plus marqué dans votre carrière et qu'en avez-vous retenu? Le moment le plus difficile professionnellement, et c'est le moment où j'intègre le cabinet de Jean-Paul Huchon à la région Île-de-France, je l'intègre sur une compétence très technique, hein, qui est le SDRIF, voilà, qui est le schéma d'aménagement de la région Île-de-France. Et j'intègre un cabinet politique et au fond, je pense que je connais la politique, mais je connais pas du tout la politique. Et au fond, dans les premières réunions de cabinet, en fait, je comprends même pas ce que les gens disent. Je sais même pas à quel moment je peux intervenir ni ce que je peux dire. Donc, j'ai appris à ce moment-là un habitus dans la parole politique. Donc, je retiens que ce que vous avez retenu de cette expérience, c'est de maîtriser son environnement. Ouais, s'adapter, apprendre, décrypter. Alors, il se trouve que j'en ai aussi fait une matière d'enseignement. J'enseigne à Sciences Po Paris. J'ai un petit atelier sur qu'est-ce que c'est que travailler dans un milieu de cabinet politique. Voilà. Parce que je pense que comme tous les milieux, ça s'apprend. Et même si j'ai jamais été encartée, je pense que les machines politiques sont un rouage absolument essentiel, enfin, en tout cas, dont on ne peut pas se passer en termes de fonctionnement démocratique. Soumisha Leili, adjointe à la chef de service association professionnelle des jeunes en Seine-et-Marne. Avez-vous déjà ressenti le plafond de verre? Si oui, comment avez-vous réussi à le dépasser? Peut-être jeune, le prototype de la jeune femme sympathique, charmante, qu'on trouve merveilleuse, mais quand même, quand il y a un truc un peu sérieux, c'est pas forcément à elle qu'on va confier le dossier. Voilà, c'est ce que je ressentais à l'époque. Et puis, peut-être quelque chose que vous avez toutes connu. Vous dites un truc en réunion, personne ne réagit trop, puis il y a un homme qui dit, en gros, ce que vous venez de dire, et tout le monde dit, ah oui, ça c'est vraiment bien. Hein. Alors, est-ce que c'est le fait d'être une femme, un homme? Est-ce que la personne est plus légitime que vous à s'exprimer à ce moment-là? On peut discuter, hein. Que pensez-vous de la parité? Comme je suis une féministe universaliste, tout le temps j'ai défendu l'idée que les quotas, c'était une mauvaise idée. Et en fait,
voilà, c'est la parité. Alors, c'est très utile. Et comme je le rappelais en préparant l'émission, les collectivités territoriales sont astreintes à des amendes si elles ne sont pas paritaires. Donc, au Conseil régional d'Île-de-France, comme DGA, j'ai eu des DGS hommes, des DGS femmes, et surtout, autour de la table, on était une dizaine de DGA. C'était strictement paritaire. Et ça changeait tout. Voilà. C'était pas seulement que les femmes étaient bien accueillies, ça changeait tout pour les hommes, ça changeait la nature des propos, etc. Donc, c'est tout à fait nécessaire, utile. Ensuite, ça demande à être imposé. Parce que si c'est pas imposé, ça ne se fait pas. Voilà. Vous nous avez évoqué tout à l'heure quelques situations déstabilisantes, mais sur le fond, avez-vous été victime de sexisme et quel regard avez-vous sur cette problématique ? J'appartiens à une génération qui a pratiqué le camouflage, voyez, qui n'a pas revendiqué d'être femme, qui au contraire a défendu l'idée qu'une femme pouvait fonctionner comme un homme. J'ai ressenti des configurations très très sexistes, ça c'est sûr. Vous entrez dans une réunion, il y a que des hommes et tout le monde pense que vous êtes là pour faire le café. Enfin ça, je l'ai vécu quand j'avais disons moins de 35 ans. Je l'ai pas vécu comme je me suis pas sentie victime de sexisme. Je me suis sentie dans un environnement où il allait falloir que je démontre ma place autrement. Voilà. Mais voilà, j'appartiens à une génération qui s'est camouflée sur ces questions-là. Violaine de Bourbon, chargée de mission cohésion sociale en direction départementale en Essonne. Quelle est, madame, votre définition de l'ambition ? Et vous considérez-vous vous-même comme une personne ambitieuse, voire audacieuse ? Quand je deviens directrice générale adjointe en charge des lycées, etc., je fais un bilan de compétences, je demande à être coachée. Et donc, je fais des tests que vous avez dû faire. Et ça vous sort un diagramme de qui vous êtes, sur des plans à la fois de compétences psychosociales, de rapport au travail, etc. Et quand je fais ce test, je découvre, j'ai un niveau d'ambition, mais au niveau 0, je sais pas comment vous dire. C'est très haut partout, puis l'ambition, je pense que c'est un sujet avec lequel j'étais pas très au clair, certainement. Voilà. Alors, est-ce que je me suis longtemps réfugiée ou est-ce que je suis sincèrement convaincue que voilà, l'ambition ne peut être que collective, en fait. Certaines pourront penser que c'est une façon de détourner la question, mais en fait, je ne sais pas comment y répondre autrement. Après, si je pousse un tout petit peu, une fois que j'ai été DGA lycée, vous voyez, et que j'ai assuré le management de plus de 300 personnes, en fait, il y avait quelque chose qui était réglé. Voilà, je savais faire et je pense que ça m'a apaisée. Katia Verdier, chef du pôle finance à la base avion de la sécurité civile à Nîmes. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? Je pense que je suis toujours en déséquilibre et que je le serai jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Ensuite, encore une fois, dans les périodes où vous avez ces postes que j'ai qualifiés de contemplatifs, comme le sont les inspections, alors on se déplace beaucoup, on écrit beaucoup, mais on n'a plus de management, donc on a une disponibilité en termes de charge mentale et d'organisation de son agenda qui n'a plus rien à voir. Donc, et là, ça tombe très bien parce qu'à titre personnel, on parlait des enfants, mais moi, j'arrive à un âge où on s'occupe de la génération précédente. Voilà, mes parents sont dans le 4e âge, avec tout ce que ça apporte de contraintes et de difficultés. En tout cas, je me suis autorisée à me dire j'ai besoin de temps pour moi et les miens, ce que je n'avais pas fait pour mes enfants, mais ils se sont au fond débrouillés tout seuls. Vous savez, les enfants, c'est les parents qui sont éduqués par leurs enfants, comme l'explique Bettelheim. Mais voilà, la responsabilité du 4e âge, en fait, je pense que c'est un défi beaucoup plus lourd. Voilà. Nella Cellini, assistant effectif, ministère des Armées. Comment vous ressourcez-vous ? Je bricole. Quand j'étais directrice de cabinet, j'avais que mon samedi de libre. Je partais le samedi vers 5h du matin dans ma maison de campagne qui est dans l'Oise et j'ai fait une salle de bain pendant 18 mois de cabinet, toute seule. J'ai monté des poutres, j'ai monté des murs. J'ai refait tout un système électrique. C'est très fou, mais c'est ma seule façon à moi de me débrancher, en fait. Moi, j'ai une question sur le réseau. Avez-vous fait appel à votre réseau pour progresser ? Et comment le cultivez-vous ? Pour l'ensemble des postes, en fait, on est venu me chercher. Donc, c'est là aussi un très grand confort.
Je pense que tous les moments professionnels sont des moments pour élargir sa surface de contact, voilà. Pas forcément dans une optique carriériste, mais tout simplement de compréhension. Vous voyez, en fin de réunion, vous voyez bien les gens qui vont vers le partenaire, l'adversaire, celui avec lequel ils viennent de négocier, puis ceux qui s'en vont tout de suite ou qui restent entre eux. Bon, moi, je fais plutôt partie de ceux qui aiment bien aller voir la partie adverse. Donc, forcément, ça crée des liens, des contacts. La qualité du réseau, c'est répondre à des sollicitations. C'est-à-dire quand des partenaires m'ont demandé de venir intervenir, de venir partager, de filer un coup de main, je le fais, voilà. Je suis par ailleurs dans pas mal de réseaux associatifs. Et donc là, ça crée aussi d'autres liens qui recoupent, j'ai envie de dire, du professionnel, du militant et de l'amical. Quand je dis militant, c'est pas partisan, hein, c'est militant au sens dont on parle du militantisme associatif, voilà. Mais c'est plutôt le fait d'avoir cultivé un réseau qui a fait qu'on m'a sollicité, vous voyez, plutôt que d'appeler un réseau parce que je voulais changer de poste. Si vous aviez une baguette magique, à quoi vous servirait-elle dans la fonction publique ? Faciliter les circulations entre les fonctions publiques, ce qui n'est en fait pas véritablement si facile que ça, voilà. Modérer les écarts de grille salariale. Je sais qu'il y a une tendance à considérer que la haute fonction publique n'était pas assez payée. Je crois, moi, personnellement, à la modération et à la limitation des écarts salariaux. Voilà. Puis le dernier point, c'est revenir à quelque chose qui fait que la fonction publique, c'est pas tout à fait le système entrepreneurial. C'est pas pour dire des choses désagréables sur le monde de l'entreprise, mais c'est d'autres mécanismes. Et je crois que nous en avons besoin et qu'il faut réinvestir un enjeu d'éthique collective, a fortiori dans un contexte où il y a une tension populiste sur le fonctionnement démocratique. Si votre parcours était à refaire, que changeriez-vous ? Et surtout, quels conseils donneriez-vous à la jeune femme que vous étiez en début de carrière ? Le conseil d'être moins pressé, voilà, mais peut-être ça vous parlera ou pas, ça dépend de votre âge. On est très pressé à 30 ans, enfin, on a une espèce d'urgence. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une sorte d'urgence à découvrir, à me saisir de sujets. On pourrait parler d'ambition, hein, éventuellement, mais et j'avais du mal à percevoir que la carrière est très longue, en fait, et qu'on a du temps et qu'il y a des temps pour tout. Voilà. J'étais trop pressée, peut-être. La question du rapport au temps. Céline Delbar, moi je travaille dans les achats ici à la préfecture de région. Ce que je voulais savoir tout à l'heure, vous m'avez interpellé, à titre personnel, sur une question du management très jeune, notamment aux alentours de 40 ans. J'aimerais en savoir un petit peu plus et comment vous avez surmonté vos difficultés justement à cet âge-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller au-delà des difficultés que vous aviez rencontrées ? Alors, je pense un défaut qu'on a certainement quand on est jeune manager. Je travaillais tout le temps, j'envoyais des mails nuit et jour, je voulais montrer aux gens que je travaillais beaucoup, ce qui était complètement idiot. Personne n'avait de doute sur le fait que je travaillais beaucoup, mais il fallait que je légitime. C'était très juvénile, voilà. On l'apprend après. Le sujet, c'est pas de montrer aux gens que vous êtes là tout le temps, c'est d'être là quand il faut. Juste par rapport à la légitimité, je rebondis. C'est un sujet qu'on n'a peut-être pas assez creusé. Est-ce que par moment, vous avez manqué de légitimité et qu'est-ce que vous avez fait pour justement vous sentir plus légitime ? Enfin, moi, je le formulerais comme ça, mais on a un sentiment d'imposture de soi à soi. Même vous ? Ah oui. À votre moi maintenant, poste. Moi je distinguerais imposture et légitimité. Il me semble que imposture, c'est de soi à soi, une question assez intime. La légitimité, c'est plutôt le regard des autres au fond. Voilà, ça je l'ai moins. Voilà, bon, se dire qu'à un moment, le travail, c'est, à mon sens, c'est toujours reconnu à un moment. Voilà, il faut persévérer. Madame Azéma, vous êtes notre personnalité inspirante cette année. Merci infiniment d'avoir participé à notre podcast. Nous retenons de vous que vous êtes une femme à défi qui ose booster sa carrière en sortant de ses zones de confort par choix, mais également en sachant saisir des opportunités quand elles se présentent. Vous avez pu mener de grands
projets, des combats, des politiques publiques dans des domaines variés et vous aimez encore et toujours découvrir et apprendre. Aujourd'hui, nous, femmes cadres, nous apprenons beaucoup en vous écoutant. Ce que je retiens, ce que nous retenons, je pense, unanimement, c'est votre esprit combatif qui vous a permis d'évoluer, d'avancer. Et cet esprit nous inspire énormément. Encore merci de votre modestie et votre accessibilité. Merci à vous. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH d'Île-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Delphine Bigot, Sophie Bonardo, Violaine de Bourmont, Nella Cellini, Alexandra Desplat, Soumisha Alaili, Dorsaf Araket, Fanny Tilly, Sarah Pépin-Villard, Katia Verdier. Je remercie également Marianne Fauchereau, Nora Yamani, Cathy Svigon, Nathalie Laurent et Aïda Zouga. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.